Le domaine des ressources humaines est encore méconnu de la majorité ici au Sénégal. Comment être un bon manager? Quelles sont les qualités d'un bon leader? Comment réguler les relations professionnelles entre collègues dans chaque entreprise? Tant de questionnements que l'on va développer aujourd'hui avec nos deux experts. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être accompagné par Monsieur Mamadou Diallo Mbao. Bonjour Monsieur Mbao. Bonjour. Vous allez bien? Et vous, ça va? Bienvenue Ça dans va. Idées. Merci beaucoup. Alors Monsieur Mbao, vous êtes responsable du pôle contrat à l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Dakar. C'est exact. Vous êtes aussi inspecteur du travail et de la sécurité sociale en service à l'inspection régionale de Dakar. C'est exact. C'est exactement Ouais. ça? Parfait. Nous sommes aussi accompagnés de Monsieur Mamadou Ndion, Monsieur Prosper. Vous allez bien, Monsieur Mamadou? C'est Sophia. Parfait. Vous êtes juriste de formation, vous avez une licence en management des ONG et des associations, vous êtes consultant senior de gestion des ressources humaines et vous êtes aussi spécialiste de formation en gestion des ressources humaines. Exactement. Alors, le plaisir pour moi d'avoir deux experts sur le plateau pour développer cette question un peu des dynamiques de travail et de la question des ressources humaines dans les entreprises. Alors, on va démarrer avec vous, hein, Monsieur Prosper, parce que vous êtes expert en RH. Et justement, la première question va être toute simple. Qu'est-ce que les ressources humaines en termes de métier? Ok. On pourrait tenter, parce que puisqu'il n'existe pas de définition à proprement dite de chaque matière, on peut donner une tentative de définition de la gestion des ressources humaines en disant très simplement que c'est une activité ou un procédé qui consiste à acquérir, conserver et développer des compétences dont une organisation a besoin pour ses objectifs présents comme futurs. Donc c'est une définition qui peut regrouper tout ce qui est stratégie, parce que nous savons que dans l'ancien temps, les gens parlaient de ressources humaines concentrées sur tout ce qui était recrutement, sur tout ce qui pouvait être payroll, paiement, les salaires. Mais aujourd'hui, la gestion des ressources humaines est devenue plus ou moins stratégique. Quand on parle d'acquisition, on développe la fonction recrutement dans son espace le plus vaste. Quand on parle de conservation, on ne parle plus de salaire simplement, on parle de tout ce qui peut retenir la personne dans une entreprise. Quand on parle de développement de compétences, on ne parle plus de formation seulement, on parle de tout ce qui est de développement des capacités, tout ce qui est team building au niveau de l'entreprise, tout ce qui est responsabilité de l'employé vis-à-vis de son employeur pour qu'il puisse, n'est-ce pas, développer ses compétences en interne. Parce que sans ces compétences-là, l'entreprise n'a pas sa raison d'être. Nous sommes que dans une sphère pour développer des compétences et l'homme est au cœur de la gestion des ressources humaines. Très bien. Alors, quelque chose de primordial hein, dans une entreprise, dans une administration, etc. Les ressources humaines, est-ce que vous pouvez concevoir l'absence justement de gestion de ressources humaines ou de personnes, ressources qui gèrent les ressources humaines dans une entreprise? En réalité, ça dépend de la taille des entreprises. Ça dépend de la taille, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Pourquoi? Parce que dans certaines entreprises, si l'effectif n'est pas important, on ne peut pas faire recours à un expert en gestion des ressources humaines. Quand on dit un effectif important, on pense à quel chiffre? À partir de 10. À partir de 10, ça devient important. Ça commence à devenir important. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de structurations à mettre en place. Bon, certaines entreprises commencent à penser à ça à partir de 50 employés. Ça dépend de la visibilité que le management veut apporter à cette fonction dans une entreprise. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'un comptable, par exemple, quand l'entreprise fait un chiffre d'affaires d'1 million. Ou bien d'un expert comptable quand l'entreprise fait un petit chiffre d'affaires. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, force est de reconnaître qu'il faut avoir sur chaque domaine, sur chaque département, il faut avoir un expert en la matière. Parfait, de très bonnes précisions à faire. Donc justement, Monsieur Mba, vous êtes inspecteur du travail. Quel est le rôle de l'inspection du travail hein, de manière assez détaillée ici au Sénégal particulièrement et dans quelles circonstances en général avez-vous à intervenir dans les entreprises ou les administrations? Merci beaucoup, Sophia. Vous savez, l'inspection du travail, comme partout ailleurs, hein, a pour mission principale de veiller à l'application des dispositions bien de la législation du travail et de la sécurité sociale et de constater, le cas échéant, les infractions. Ce rôle
peut se décliner en missions. On en citera au minimum 3, les plus connus. Il y a une mission de contrôle. Nous sommes un corps de contrôle. Nous devons passer la plupart de notre temps en entreprise. Ce contrôle nous permet, et là c'est la loi qui le prévoit, on a la possibilité de pénétrer de jour comme de nuit dans n'importe quel établissement qui emploie du personnel régi par le Code du travail. De manière incognito? Effectivement. Oui? Effectivement. C'est ce qu'on appelle les contrôles inopinés. D'accord. D'accord. Donc, à l'occasion de ces contrôles-là, on a la possibilité de requérir la production de certains nombres de documents qui sont rendus obligatoires par la loi, notamment les registres d'employeurs, les de paiement, les bulletins de salaire, les contrats de travail. On a la possibilité aussi de faire des prélèvements sur les substances et produits qu'utilise l'entreprise pour voir est-ce que ça a un impact sur la santé des travailleurs. Parce que lors de nos contrôles aussi, on veille, ou bien on contrôle tout ce qui est relatif à la santé et à la sécurité des travailleurs. Ça occupe une place très importante dans notre contrôle. L'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le conseil. Nous avons un rôle de conseil et d'information. Étant des experts en matière de droit social et de législation sociale, il nous revient de donner la bonne information aux parties au contrat, que ce soit les employeurs, travailleurs ou bien même les organisations syndicales. Donc, pour ce rôle, nous, au niveau de l'inspection, nous sommes vraiment très accessibles. Dès que nous faisons partie des fonctionnaires les plus accessibles. C'est-à-dire qu'un employé ou un employeur ou un syndicat, etc., peut vous contacter à n'importe quel moment et vous demander des conseils, vous exposer une situation et vous êtes apte à répondre et à donner des conseils. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très fréquent. On reçoit au bureau, à n'importe quelle heure, en tout cas les heures de bureau. Même chez nous, on reçoit des coups de fil. Il y a aussi ce qu'on appelle les consultations écrites. Parfois, l'employeur, sur une question bien déterminée, va avoir la vision de l'inspection. Là, il y a ce qu'on appelle une demande soit d'éclairage ou bien d'information. Là, on saisit l'inspection donne un avis par rapport à la question qui est posée. Vous dites que c'est fréquent, on très fréquent même. Pourtant. Très fréquent même. Très fréquent même. Je vous dis, à l'inspection du travail, tous les jours, on se dit qu'est-ce qui se passe. Tous les jours, il y a des gens, il y en a qui viennent certes pour demander des conseils, d'autres pour faire d'autres formalités. Effectivement, mais nous sommes tout le temps débordés. Wow. Tout le temps débordés. C'est important de le savoir. Donc, je vais continuer. Là, c'est l'aspect information. Il y a aussi la conciliation. Par rapport à la conciliation, je pourrais étendre ça par rapport à ce qu'on appelle le rôle de régularité sociale. Parce qu'avant de concilier, il y a un volet préventif aussi. La prévention, ça se passe soit au niveau de l'entreprise, parce que, comme je l'ai dit tantôt, à l'occasion de nos contrôles, on peut s'entretenir avec le chef d'établissement, les travailleurs, les délégués du personnel, pour voir le climat social qui prévaut au sein de l'entreprise. S'il y a des difficultés, on fait de notre mieux pour que ça soit réglé. Il y a aussi le règlement des conflits. Le règlement des conflits, ça passe au niveau de l'inspection par ce qu'on appelle la procédure de conciliation. C'est-à-dire que c'est une procédure qui permet de mettre en accord des prétentions divergentes. Il y a un employeur, il y a un travailleur sur une question donnée, peut-être ils n'ont pas la même compréhension, ou bien les droits du travailleur ne sont pas du tout respectés. Là, on peut nous saisir sur la base d'une plainte. On tente ce qu'on appelle la conciliation. Là, on convoque les deux parties qui sont tenues de déférer à la convocation sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 500 000 francs. Le jour de la séance maintenant, on va écouter les parties, lire la plainte et rappeler les dispositions légales et réglementaires en la matière. Et il nous est fait interdiction d'entériner un accord qui lèse manifestement des droits incontestables du travailleur. Ce qui veut dire que même si on est dans une lutte de conciliation, il y a certains droits qui sont incontestables et qui doivent être payés. D'accord. Vous nous donnerez sûrement quelques exemples de ces droits et devoirs qui pourront aider les téléspectateurs. Juste avant d'en arriver là, je vous ai posé la question par rapport à l'absence, par exemple, de ressources humaines dans une entreprise. Vous m'avez dit que ça dépend de la taille. Mais quand la taille est importante, est-ce que c'est une obligation d'en avoir?
Pour être exact, il n'y a pas d'obligation d'avoir un gestionnaire des ressources humaines dans son entreprise. Comme qui dirait que c'est une obligation légale, il n'y a pas d'obligation légale qui force une entreprise à avoir recours à un gestionnaire des ressources humaines. Si vous regardez un peu l'histoire de cette fonction, avant cette fonction, c'était une fonction vers les années 1970 qu'il est apparu. C'était le patronat plus ou moins, c'était un patron. Le gestionnaire des ressources humaines, c'était le patron, était assimilé au patron. Exact. On peut remonter un peu plus loin, jusqu'à l'Égypte antique, où j'aime dire souvent à mes étudiants, je leur dis, en fait, la gestion des ressources humaines, c'est le plus vieux métier du monde. Parce que dès qu'il y a eu besoin de personnes en présence dans une activité, une relation de travail, force a été de vouloir régir leur fonctionnement. C'est pour ça, si vous regardez même encore une fois de plus, l'expression recrutement, recrue et militaire, cette fonction a été occupée aussi par des militaires qui avaient la lourde tâche de gérer, de diriger des hommes. L'évolution que cela a pu avoir, c'est après cette administration du personnel qui, vers les années 70, comme je l'ai dit tantôt, les gens ont commencé à sentir qu'il fallait régir plus ou moins cette fonction. Donc l'administrateur des ressources humaines, pas des ressources humaines, l'administrateur du personnel, en réalité, était chargé de tout ce qui était aspect légal, rédaction des contrats, de tout ce qui était aussi payroll, paiement des salaires. Et cette fonction a évolué pour devenir une fonction gestion des ressources humaines, où en réalité l'aspect stratégique commençait à naître. Et quand on parle de gestion, l'expression gestion des ressources humaines d'ailleurs même a évolué, suivant la conception ou bien suivant la politique de certaines entreprises. Maintenant, d'autres personnes ne parlent plus de gestion des ressources humaines, mais on parle même de capital humain. Parce que si vous regardez l'expression GRH, en réalité, l'élément le plus important, la lettre la plus importante vient à la fin. C'est pour ça que les Anglais parlent de HR. Donc, quand on parle d'humain, de l'homme qui est au cœur d'une activité, au cœur de l'entreprise, après vient la manière dont on doit gérer cette personne et enfin la ressource. Et quand on parle de ressources, moi je fais partie des gens qui disent que la ressource elle s'épuise parce qu'à force d'utiliser l'humain, n'est-ce pas, c'est une ressource. C'est comme si vous utilisez à fond, par exemple, de l'or ou autre chose, elle commence à se terminer. Et donc les gens ont commencé à dire il faut qu'on commence à penser que l'homme est un capital. Si vous avez votre argent en banque, vous pensez à fructifier cet argent-là, mais pas à terminer l'argent. Donc les gens ont commencé à réfléchir sur cet aspect stratégique vers les années 2000. Maintenant, c'est très développé. Les gens parlent même de HR Business Partner. On parle de ces éléments. Donc l'homme qui doit représenter cette fonction aussi doit obéir à un ensemble de règles, de critères et de qualités. Parce qu'on n'est pas gestionnaire des ressources humaines. On l'apprend, on le devient. C'est vrai que ça peut être inné chez certaines personnes. Comme je le disais dans un de mes livres, mon premier ouvrage qui s'intitule « Et si on n'avait pas besoin de notre diplôme ?» Dans cet ouvrage, j'explique de manière très simple qu'on n'a pas besoin de faire une étude classique de quelque chose pour pouvoir savoir comment la faire. Et je donne le premier exemple que je donne l'exemple de ma propre mère, je dis, qui m'a appris à cuisiner et elle n'a jamais été dans une école classique de cuisine. Ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, sur certaines fonctions, de ne plus rechercher la capacité intellectuelle ou la capacité d'apprentissage de la personne, mais de rechercher la compétence que cette personne peut avoir. Donc, gestionnaire des ressources humaines n'est pas qui veut, qui peut. Dans une entreprise, le gestionnaire des ressources humaines est garant de la stabilité juridique. Parce que c'est la première porte d'entrée dans une entreprise à travers cette acquisition que je vous avais précisé tout à l'heure. On ne parle plus de recrutement, mais d'acquisition parce que si j'ai 2 véhicules, je veux recruter 3 chauffeurs, ça ne passera pas. J'ai un budget de 200 000 et je veux recruter 10 chauffeurs, je ne peux pas. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on peut recruter. C'est une stratégie en amont et en aval. Et quand on a recruté cette personne, il nous faut l'intégration est un rôle capital pour le gestionnaire des ressources humaines. À travers cette intégration, nous avons bien sûr la partie administrative qui est obligatoirement contrôlée par les inspecteurs du travail, que nous remercions au passage. Donc, obligatoirement contrôlée par rapport à la conformité.
des contrats, la conformité des contrats par rapport à la position, par rapport à la réglementation, par rapport à la convention collective du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Et quand on a mis en place comment on appelle ça, cette intégration, maintenant l'individu doit se sentir, doit se mouvoir dans cette entreprise et c'est son bien-être. C'est pour ça que les gens parlent de work-life balance, c'est-à-dire de telle sorte que la personne qui vient au bureau vient avec sa sensibilité. Quand il vient avec ses sensibilités, maintenant le gestionnaire des ressources humaines doit en tenir compte. Il ne s'agit plus de travailler des heures et d'être rémunéré. Il y a une autre conscience qui est là, l'homme qui vient au travail, vient avec sa femme sans qu'on la voie, vient avec ses enfants, vient avec sa maladie, et l'entreprise, le gestionnaire des ressources humaines est la première porte pour accueillir cette personne-là, pour lui permettre de pouvoir se sentir à l'aise dans cet environnement. Vous verrez plusieurs fois des gens qui démissionnent, non pas parce qu'ils ne sont pas bien payés, mais parce qu'ils ont besoin de s'épanouir. Oui, il y a un problème de gestion quelque part. On va y revenir, tant de questionnements par rapport à votre développement, on va y revenir tout de suite. Et justement, dans la même mouvance, vous qui êtes, Monsieur Mba, inspecteur du travail et qui avez beaucoup d'expérience dans le domaine, qui échangez beaucoup avec les employés, les employeurs, les entreprises et administrations, j'ai envie de vous poser la question. Selon vous, qu'est-ce qui fait d'un patron, d'un employeur, un bon manager? Quelles sont justement les qualités qui font d'un employeur une personne qui permet justement à ses employés d'évoluer, de prospérer? Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question-là. Moi, je me dis qu'un bon manager, un bon employeur, devrait se comporter comme un bon père de famille d'abord. Un bon père de famille, on dit qu'un bon père de famille, c'est quelqu'un qui est avisé, qui est alerte. Il faut être quelqu'un aussi qui sait manager une équipe. Comment manager une équipe? Il n'y a pas de formule magique. Il y a plusieurs sortes, ou bien plusieurs méthodes de management. Mais je me dis que la méthode qui permet à l'employé d'être beaucoup plus proche de ses salariés, d'être beaucoup plus disponible et d'être à l'écoute de ses travailleurs, et qui met aussi en avance les compétences et qui sait aussi récompenser les compétences. C'est celui-là qui est un bon manager. Il y a aussi un autre aspect qui me semble très important, c'est par rapport à la faculté ou bien la capacité à gérer les conflits. Parce que comme nous le savons, l'entreprise, c'est un lieu où des intérêts divergents existent. Donc il y a des intérêts divergents, que ce soit du point de vue de l'employeur et des travailleurs, ou même entre les travailleurs. Donc il faut être un bon conciliateur pour pouvoir concilier ces exigences-là ou bien ces intérêts qui sont contradictoires. Donc il faut savoir bien gérer les conflits, bien les prévenir aussi, en faisant de telle sorte que le dialogue social soit une réalité. Et pour le dialogue social, il y a des institutions qui sont là. Comme il l'a dit tout à l'heure, par rapport à la taille de l'entreprise, il y a des institutions qui sont obligatoires, notamment les délégués du personnel. À partir de 11 travailleurs, vous devez obligatoirement mettre en place ce qu'on appelle une élection des délégués du personnel, pour élire des délégués, qui seront les représentants des travailleurs. Et là, aussi, il est fait obligation à l'employeur de recevoir au moins une fois par mois les délégués. C'est ce qu'on appelle les réunions mensuelles. Ils sont obligatoires. Et quelles sont, juste rapidement, quelle est la différence pour qu'on se dise entre les délégués du personnel et un syndicat, par exemple? Il y a une différence entre délégué syndical et délégué du personnel. Le délégué du personnel est élu par ses pairs. D'accord. Alors que le délégué syndical, parce que le syndicat, ça c'est une liberté. C'est la liberté syndicale. Vous pouvez adhérer ou ne pas adhérer. Alors que là, c'est une obligation. Si vous avez plus de 11, obligatoirement, vous devez avoir des délégués du personnel. Et le délégué est aussi protégé, ce qui n'est pas le cas pour le délégué syndical. Le délégué du personnel aussi a ce qu'on appelle des heures de délégation, c'est-à-dire des heures de liberté durant lesquelles il peut faire des activités qui sont relatives à son poste de délégué du personnel. Parfait, parfait. Et ces heures sont payées comme temps de travail aussi. Comme temps de travail. Parfait, parfait. Ben, un peu la question, une question dans la même mouvance. On parle de qualité, de critères, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas gestionnaire de ressources humaines qui veut. Mais justement, quelles sont selon vous les qualités nécessaires et les critères nécessaires pour pouvoir exercer ce métier?
Ok. Permettez-moi de revenir un peu sur la belle question que vous avez donnée à mon ami et frère sur les critères d'un bon manager. Et il a cité un élément important, il a parlé d'équipe. J'aime dire souvent que nous avons en face de nous deux types. On a un groupe et on a une équipe. Quand on parle de manager, on ne parle pas d'un groupe. Parce que dans un groupe, chaque individu a ses propres objectifs qu'il veut atteindre. Mais quand on parle d'une équipe, l'ensemble de ces personnes ont le même objectif à atteindre, le même but à atteindre. Et il appartient au manager, n'est-ce pas, de canaliser ces différents objectifs et de les réunir autour de l'essentiel, qui est la performance, le succès dans une entreprise. N'oubliez pas que n'importe quel manager que cela puisse être, n'est manager que dans un cadre donné, qui est l'entreprise. Et chaque entreprise a besoin d'atteindre un certain nombre de résultats pour pouvoir être viable. Il appartient au manager de pouvoir conduire cette équipe, plus ou moins comme un coach. Aujourd'hui, les gens parlent même de leader. Les qualités d'un bon manager, il faudrait d'abord, moi je dis, chaque responsable de département, en ce qui nous concerne, je dis, vous ne pouvez pas être responsable de département et ne pas savoir ce que vos agents sont en train de faire. Vous devez apprendre à construire pas à pas. Il faut descendre même sur le terrain avec eux afin de comprendre ce qu'ils sont en train de réaliser. Si vous le faites, vous serez en mesure, comme il a dit, de pouvoir féliciter, de pouvoir donner cette reconnaissance à un groupe. Votre enfant, à la descente qui court vers vous, vous ne le recevez pas et vous le criez dessus, vous êtes bébé, tu es totalement sale, mais ça va choquer l'enfant. Donc il faut qu'un employé aussi, qu'on puisse le remercier, lui dire merci. Mais pour le faire, il faut qu'on connaisse à sa juste valeur le travail qu'il est en train d'accomplir. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas remercier cette personne-là. Est-ce que la culture intervient? Parce qu'en vous entendant parler, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que l'aspect culturel intervient aussi à ce moment-là? Parce qu'on est au Sénégal et est-ce que vous trouvez qu'on a cette culture justement de... on prend l'exemple, parce que vous avez parlé d'un père de famille qui encourage ses enfants, qui les accueille à bras ouverts, etc., essaie de les manager de cette manière-là. Est-ce que c'est la manière, est-ce que culturellement c'est ce qui se passe selon vous au Sénégal? Est-ce qu'il y a un certain blocage culturel qui fait qu'on n'a pas ce naturel-là à plutôt encourager, mais on a plus le naturel à laisser passer quand ça va et à réprimander quand ça ne va pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez parfaitement raison, parce que l'aspect culturel, même si dans certaines entreprises est en train de prendre forme, c'est pour ça que vous allez voir dans certaines ONG, on ne parle plus de ressources humaines, département des ressources humaines, on parle de people and culture, c'est-à-dire la personne et sa culture, parce que c'est important. Comme je dis, vous ne pouvez pas conseiller une femme, vous ne pouvez pas être célibataire et conseiller une femme qui est mariée et qui a des problèmes. Vous ne pouvez pas, je le dis de manière très simple. Dans nos entreprises aussi, c'est la même chose. La culture est importante parce qu'elle vient s'ajouter à ce que l'individu est. C'est pour ça, l'autre disait, il est plus difficile de manager 10 personnes qui viennent avec leurs sensibilités culturelles différentes que de manager, il est beaucoup plus facile de manager 100 animaux composés de lions, de chèvres, il est beaucoup plus facile. Mais dès qu'on est en présence de 4-5 personnes, obligatoirement, le culturel intervient. Le culturel nous permet, nous interdit aussi de ne pas faire ce qui pourrait toucher, par exemple, à l'ethnicité de la personne, ce qui peut toucher au genre de la personne, ce qui peut toucher à tout ce qui est aspect rémunération, à tout ce qui au Sénégal, c'est vrai qu'il y a trop de masla aussi. Moi, je dis souvent, quand j'arrive au bureau, je dis souvent à mes collaborateurs, on ne parle plus d'employés, on parle de collaborateurs. Et plus loin même, je dis collaborateurs, parce que c'est des gens avec lesquels nous sommes en action, en synergie pour atteindre un but. Je dis le travail commence à 8 heures. C'est culturel chez nous les Sénégalais. Il faut qu'on arrive au bureau à 8 heures, qu'on fasse 15 minutes de salam alek. Après, on se fait le petit déjeuner. Et voilà. Et on pense que, je dis, le travail commence à 8 heures. Si vous voulez faire vos salam alek, vous venez 10 minutes avant et vous commencez à 8 heures. À l'heure de la pause, vous respectez la pause. Mais toujours, ils diront non, il est un peu compliqué.
c'est culturel. C'est culturel, voilà. Tout à fait. Un autre aspect qui intervient, Monsieur Mbao, Monsieur l'inspecteur du travail, que d'ailleurs Monsieur Prosper a nommé, c'est le genre, et j'aimerais vous poser une question, j'aimerais profiter de l'occasion, quand on parle de la régulation, disons, ou des dynamiques entre collègues, est-ce que l'aspect genre, selon vous, intervient ici au Sénégal? Vu sous l'angle de sa finalité, qui est la promotion de l'égalité juridique, l'égalité de droit et l'équité de fait entre l'homme et la femme, je pense que c'est bien une prise en compte dans notre corpus juridique et dans nos réalités. Ça c'est une réalité qui est là. Récemment, il y a une nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle, CCNI. Au niveau de la CCNI, il y a l'article 12 qui parle de harcèlement et de violence. C'est une traduction ou bien une transposition en quelque sorte de ce qu'on appelle la convention de l'OIT sur le harcèlement et les violences, basée sur le genre. C'est la convention 190 de l'OIT. Donc quand on parle de harcèlement, de violence, parfois on a derrière la tête violence basée sur le genre. Tout à fait. Donc par rapport aussi à la rémunération, il y a ce qu'on appelle l'interdiction de toute discrimination basée sur le genre par rapport à la rémunération. On ne prend pas en compte votre appartenance sexuelle pour fixer le salaire ou bien par rapport à la distribution des tâches. C'est interdit. L'aspect aussi genre est pris en compte dans la psychologie même de la femme, parce que nous savons que la femme, et là c'est le principe d'équité qui vient. La femme n'est pas constituée de la même manière que l'homme. Elle a des besoins spécifiques. C'est pour cela qu'en cas de maternité, on permet à la femme de prendre ce qu'on appelle les congés de maternité, qui sont de 14 semaines, avec possibilité de prolongation de 3 autres semaines en cas de complications. On l'espère. Non, c'est déjà effectif. C'est déjà fait. C'est déjà effectif. Il y a aussi ce qu'on appelle la possibilité pour la femme enceinte de quitter son poste sans pouvoir pour autant respecter les délais de préavis. Ça aussi, c'est pour prendre en compte, bien sûr, la spécificité de la femme. Il y a aussi d'autres avancées qui sont notées, surtout par rapport même à la représentation au niveau des organisations professionnelles, parce qu'au Sénégal, on a au moins 2 femmes qui sont secrétaires générales de centrales syndicales. Ça, c'est une première. Donc, ça montre que l'aspect genre est très bien pris en compte et que les femmes, ou bien les couches vulnérables d'une manière générale, sont très bien prises en compte dans notre législation. Il en est de même aussi des enfants, parce qu'il y a des dispositions spécifiques par rapport au travail des femmes et des enfants. L'interdiction, bien sûr, du travail des femmes et des enfants. Parfait, parfait. Alors, Monsieur Prosper, tout à l'heure, vous avez donné l'exemple d'un patron qui, justement, prendrait le rôle de ce gestionnaire des ressources humaines. Ça arrive assez souvent, c'est possible que ça arrive, et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a conflit d'intérêts à ce niveau-là? Est-ce que vous ne pensez pas que la personne qui gère justement les ressources humaines doit être complètement impartiale de l'employé et de l'employeur, ou est-ce que vous pensez que c'est une tâche qui peut être bien gérée par un employeur? Sur ce point encore, cela dépend plus ou moins du type d'entreprise. Si vous regardez dans notre contexte sénégalais, beaucoup d'entreprises appartiennent à une personne. Et cette personne joue le rôle de directeur général, joue le rôle de père, c'est lui qui recrute, c'est lui qui paye les salaires. Donc, vu sur cet angle, cela peut avoir un conflit. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, comme je vous l'ai dit tantôt, suivant la spécificité de chaque entreprise, on a besoin de faire recours à un expert dans ce domaine. Sinon, on risquerait de se heurter à des conflits et de se retrouver au niveau de l'inspection du travail ou au niveau du tribunal. Voilà. D'accord, parfait. Et justement, en tant qu'expert en matière de ressources humaines, je vous repose la question du genre. Comment est-ce qu'elle entre en compte, selon vous, dans les relations entre collègues dans les entreprises et administrations? Ma réponse serait plus ou moins claire. Je pense qu'au Sénégal, comme au niveau des lois,
comme au niveau de l'identité qu'on s'est faite, on a trop copié sur l'Europe, sans pour autant prendre les mêmes évolutions. Si vous regardez notre code du travail, n'a pas connu beaucoup d'évolutions. Jusqu'à présent, on appelle la loi 97-17, n'est-ce pas, qui est toujours là. Et pourtant, l'Europe qu'on a copiée, la France, pour être beaucoup plus exact, a fait beaucoup d'avancées. Pour la parité, il y a un projet dans ce sens. Il y a aussi, bien sûr, il y a un nouveau code, il y a un projet. Mais c'est pour dire que la question de l'éthique est jusqu'à présent à un stade politique. C'est ma pensée. C'est comme la question de l'emploi des jeunes. La question de tout ce qui est équité, parité. Nous savons que la Constitution de 2001 en a reparlé. Nous avons vu qu'il y a même, avec l'ancien président Wade, qui a intégré cette question-là sur la prise en charge, n'est-ce pas, de tout ce qui est IR, de tout ce qui est le mode de traitement de l'IR, tout ce qui a parlé de la parité. Lors des dernières élections, je pense, des députés de 2017, ou je ne sais plus, il y avait une forte représentation des femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Mais cela reste jusqu'à présent dans l'application dans nos entreprises. Quoi qu'on puisse dire, certes, il y a le travail pénible qu'on interdit pour les femmes et pour les enfants, mais la question de la parité reste encore très... Il n'y a pas de stratégie claire dans nos entreprises afin de donner à la femme la bonne place qu'elle doit occuper. Souvent, nous les ménageons, nous essayons de les ménager, mais la femme a l'obligation, aujourd'hui dans nos entreprises, d'occuper certains postes de responsabilité parce qu'elle en a les moyens, elle en a les capacités et l'intelligence nécessaire. C'est vrai encore là que c'était plus ou moins culturel, parce que si vous regardez, le travail dans un premier temps était pénible, c'était plutôt le paysanat et tout ça, mais aujourd'hui que la formation est là, l'éducation s'est beaucoup développée aussi. Avant, si vous remarquiez, il n'y avait pas une forte éducation des femmes. Maintenant, du fait de cette forte éducation des femmes qui commencent à prendre conscience de leur rôle, n'est-ce pas, par rapport à la société, par rapport à une entreprise. Et d'ailleurs, moi, je vous dis, toutes les femmes que nous avons rencontrées, que j'ai eu à rencontrer dans les entreprises, valent plus que 2 hommes. Sur le point de vue intellectuel, le point de vue de l'organisation et tout. Donc, il nous faudrait moins de politique et plus de pratique, plus de stratégie d'intégration de cette éthique. Si vous voyez, il y a souvent dans certaines offres d'emploi, vous allez voir, les candidatures féminines sont fortement encouragées. Voilà, c'est des choses à intégrer, n'est-ce pas? Pas simplement à écrire, mais à intégrer dans la politique de nos entreprises. Très intéressant, hein. On quitte un peu la théorie, on entre dans la pratique. Est-ce que vous pensez que les employés au Sénégal et les employeurs sont suffisamment conscients, d'une manière générale, de leurs droits et de leurs devoirs de manière légale, comme l'inspection du travail le dit, dans les entreprises et les administrations? Je dirais non. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est rendu compte qu'il y a un déficit d'information par rapport à cela. Déjà, la nature des questions que l'on nous pose, parfois, vous, en tant que spécialiste, vous disiez que c'est tellement terre à terre, mais attends, les gens en sont à ce stade-là. Parce que comment dire, les rudiments, le b.a.-ba du droit social, du droit du travail, est méconnu par parfois les employeurs et les travailleurs. Poser des questions, s'interroger sur la situation et mieux connaître aussi l'inspection du travail. Parce que nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'il y a un déficit vraiment d'informations dans ce sens-là. Mais là, moi, je me dis que les responsabilités sont partagées. Parce que je me dis que la moindre des choses, c'est que quand on signe un contrat de travail, il faut se donner les moyens de savoir au moins ses droits et ses obligations. Parce qu'un contrat, c'est une rencontre de volonté qui est génératrice de droits et d'obligations. Le contrat de travail, c'est un contrat signalématique, comme on dit. Donc, il faut au moins que l'on sache ce que la loi vous permet de faire, ce que la loi vous donne comme prérogative et ce que la loi vous interdit. Là, c'est une responsabilité individuelle. L'État, de son côté, par le biais de l'inspection du travail, nous sommes conscients de notre rôle et c'est dans ce sens que s'inscrit
cette journée-là du 6. Donc, j'invite les gens vraiment à venir pour vraiment être conseillés. Pour être conseillé, oui, c'est important d'être conseillé pour tous les travailleurs, en tout cas, d'une manière générale. On en arrive presque à la fin de l'émission, mais je peux terminer justement en vous demandant conseil à tous les deux pour des travailleurs et pour peut-être de jeunes entrepreneurs qui aimeraient bâtir des entreprises, en commençant peut-être par vous, Monsieur Prosper. Quels seraient vos conseils pour un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur qui voudrait bâtir une entreprise basée sur une certaine stabilité, un certain bon management et un bon échange entre employés et employeurs? Vous savez, c'est une très belle question, surtout qu'actuellement on est à l'ère de tout ce qu'on appelle emploi des jeunes. Et encore, ça c'est mon avis personnel, je trouve plus ou moins regrettable que dès qu'on a parlé d'emploi des jeunes, c'est des milliards qui viennent avec, alors que c'est beaucoup plus profond. La question de l'emploi des jeunes ne se règle pas en injectant plusieurs milliards. C'est ma pensée personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un système déjà qui est là en place et qui ne permet pas cela. Les gens vont à l'école sur 12, 13, 14 ans, apprennent 14 matières. À la fin mois, il m'arrive de retrouver des étudiants après leur master. Dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis monsieur, je ne sais pas. Je prendrai tout ce qui va venir. Donc il va falloir qu'on repense un peu l'éducation. Quand on repense l'éducation, il va falloir qu'on repense à tout ce qui est formation professionnelle. Un bon entrepreneur ne se lève pas du tico. Il y en a qui sont, on connaît les baoulbal, ils sont de très bons entrepreneurs. Rien qu'en les encadrant, ils peuvent former des gens qui ont un master. Donc pourquoi ne pas utiliser ces personnes, utiliser leur stratégie d'entrepreneuriat? Et l'État, la seule chose que l'État peut faire, c'est de les encadrer, non pas en injectant ces milliards, mais en les regroupant dans des sphères où ils connaîtront leurs droits. Parce que quand on veut entreprendre, il y a une partie juridique qu'il faut mettre en place. Après cette partie juridique-là, il y a un aspect financier qui vient, qui n'est pas des moindres. Il y a l'aspect humain qui est là. Le bon entrepreneur a une idée qu'il veut concrétiser et qu'il veut que cette idée marche et qu'elle réussisse et qu'elle devienne pérenne, non seulement pour lui, pour ses enfants, mais aussi pour la société. Donc le bon entrepreneur, c'est la personne qui a une vision et qui sait comment la mener et qui s'entoure des garanties juridiques pour pouvoir mener à bien cette vision afin de la concrétiser et qu'on puisse, pendant des années, même en son absence, même si la personne n'est plus là, qu'on puisse continuer à parler de cet esprit entrepreneurial que la personne avait mis sur place. Le bon entrepreneur, il écoute, il communique. La communication, elle est importante. Si vous voyez tous les problèmes de conflit qui se passent à l'inspection du travail, c'est souvent un manque de communication. Ce manque de communication est rompu souvent quand au sein de l'entreprise, le responsable ne communique pas avec ses employés ou bien le responsable des ressources humaines. Et je terminerai par là, nous avons souvent été pris à tort en nous disant que nous sommes beaucoup plus du côté de l'employeur que des employés. Ce qui est totalement faux parce que le directeur des ressources humaines, le gestionnaire des ressources humaines est la première porte d'entrée des employés. Et permettez-moi une sous-question juste par rapport à ça. Comment est-ce que le gestionnaire des ressources humaines justement garde son impartialité? En ayant toujours sa lettre de démission dans sa poche. J'adore. Toujours sa lettre de démission dans sa poche, déjà signée, seulement la date à mettre. Parfait. C'est ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'il nous apprend, il nous appartient de savoir dire non à l'entreprise, à l'employeur, quand il va de la crédibilité juridique de ce qu'on veut faire. Il nous appartient d'être le tampon avant même d'aller au niveau de l'inspection du travail. On doit garantir cette stabilité, aussi bien du côté de notre employeur que du côté de nos employés, de nos collaborateurs. Il ne faudrait pas que le directeur des ressources humaines soit là simplement à accepter ou à vouloir épouser la politique du management en disant, en passant outre les lois, en passant outre le caractère social, en passant outre tout ce qui est aspect de régulation au niveau des salaires, des rémunérations. Ok? Il faut que le directeur des ressources humaines, il englobe un ensemble d'éléments. Il garantit les hommes.
Dommage, certains emplois, certains ne le comprennent pas, certains directeurs des ressources humaines ou certains experts en ressources humaines, ils pensent que quand on est recruté dans l'entreprise, on représente l'entreprise. On ne représente pas l'entreprise, on est une personne neutre qui ne cherche que deux choses, l'épanouissement des hommes dans l'entreprise avec une stratégie pour donner un résultat. C'est le résultat simplement qu'on cherche. Voilà. Parfait. La même question pour vous, Monsieur Mbao, par rapport aux conseils à donner à un jeune entrepreneur qui voudrait respecter tout d'abord les règles de l'inspection du travail dans son entreprise et la faire prospérer. Le premier conseil que je donnerai, c'est d'abord d'avoir une vision claire de son projet. Il faut avoir une vision claire et se donner les moyens d'atteindre l'objectif qui a été initialement fixé. Il faut aussi faire une étude du marché. Et bien sûr, une étude de faisabilité, faites des études préalables pour connaître effectivement, avoir des prévisions par rapport à la rentabilité de l'activité. S'entourer aussi de bons conseillers, mais de bons collaborateurs. C'est très important parce que en tant que manager, en tant que directeur d'entreprise ou bien chef d'établissement, on ne peut pas tout faire. Il y a certaines tâches, il faut savoir les déléguer. Donc si ces personnes-là ne sont pas aussi motivées que vous, vous risquez parfois d'en faire les frais. L'autre chose aussi, c'est à mon avis, qui me semble très important, c'est par rapport à la fonction ressources humaines, qu'il ne faut pas du tout négliger. Parce que certaines erreurs peuvent être très fâcheuses pour l'entreprise. Ils peuvent avoir des conséquences financières qui peuvent couler une entreprise. Il y a des entreprises qui ont été condamnées à des milliards sur le seul fait de la gestion des journaliers, qui est très complexe. Donc si vous décidez de vous investir, faites tout pour que les choses soient le mieux possible faites dans de bons termes, dans les meilleures conditions. Et pour cela, il faut trouver aussi quelqu'un pour gérer les ressources humaines. Ça dépend certes de la taille, mais il y en a parfois qui soit délocalisent cela ou bien ils trouvent un conseiller par rapport à chaque acte. Parce que la gestion des ressources humaines aussi, ça comporte plusieurs aspects. L'administration de la discipline. Parce que certains, certains comportements, si ils ne sont pas bien gérés, peuvent aussi avoir des conséquences très dangereuses pour le reste du personnel. Parce que quand on veut faire quelque chose de sérieux, il faut de la rigueur. N'est-ce pas? Donc s'il y a des laissés-aller, si l'employeur n'utilise pas de son pouvoir de sanction ou bien de son pouvoir de discipline d'une manière générale, parce que se disant que c'est une entreprise familiale, je viens de démarrer, ça peut avoir des répercussions sur la rentabilité et sur, l'équilibre social d'une manière générale de l'entreprise. Et encore pour préciser, tout comme le gestionnaire des ressources humaines, l'inspecteur du travail est impartial, ou en tout cas doit avoir un caractère impartial entre l'employé et l'employeur, c'est bien ça? Tout à fait, ça c'est indéniable, c'est évident. Parce que parfois, j'avoue que notre position, nous avons une position très délicate. Très délicate. Parce que beaucoup de travailleurs viennent à l'inspection, déposent plainte par rapport à une question bien déterminée, mais ils ne connaissent pas aussi l'étendue des pouvoirs de l'inspecteur. Nous, quand on nous saisit, ce que la loi nous impose, c'est de faire ce qu'on appelle une tentative de conciliation. Ce qui veut dire que nous n'avons pas une obligation de résultat. Nous avons juste une obligation de moyens. D'accord? Ce qui veut dire que vous pouvez venir à l'inspection, l'inspecteur constate que effectivement, il y a certains manquements, mais ce que l'inspecteur ne peut pas imposer, ça il est bon que les gens sachent l'étendue des pouvoirs, ne peut pas imposer à l'employeur de payer ou bien de faire certaines choses. Ce qu'il pourra faire quand il constate une irrégularité, il peut faire une mise en demeure, aller jusqu'à même faire ce qu'on appelle un PV d'infraction, qu'il va transmettre au procureur. Mais comme vous le savez, c'est le procureur qui est maître des poursuites. D'accord? Donc, il faut veiller aussi, il faut changer aussi à peut-être renforcer les pouvoirs juridiques de l'inspecteur dans ce sens-là pour que certaines questions puissent être réglées au niveau de l'inspection du travail. Exactement. Tout à fait, toute une autre émission d'ailleurs qu'on pourrait développer, mais en tout cas, c'est le moment pour moi de vous remercier tous les deux pour toutes les informations
que vous nous avez données et tous les éclaircissements par rapport à la gestion d'une entreprise, des ressources humaines et du respect des mesures de l'inspection du travail. Chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi d'avoir suivi votre émission Idées. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.